bonsoir. Le film que vous allez voir n'est pas vraiment de la publicité, mais c'est un service que j'avais rendu à des jeunes étudiants dans une des écoles de cinéma parisiens. Ils cherchaient de quoi filmer, faire un court-métrage pour la fin de leurs études. Parce que comme vous savez, les étudiants de théâtre ou de cinéma ou d'autres écoles artistiques, ils doivent réaliser quelque chose à la fin de l'année pour réussir leurs examens. Alors j'avais un groupe d'étudiants, et un jour ils sont venus frapper, enfin ils m'ont connu, je ne sais pas comment, et ils voulaient, voilà, on est désespérés, on cherche un sujet, de quoi faire un court-métrage, il n'y a personne, on ne trouvait pas ni le sujet ni le thème. Et finalement, je pense qu'à la fac, par ma fille qui est étudiante en psychologie, ils sont venus, donc je dis oui, avec plaisir, si ça peut vous rendre service. Donc mon but, comme vous le savez, toujours, c'est d'aider les jeunes. Alors je me suis dit, pourquoi pas, ça sera l'occasion de donner quelques conseils aux jeunes pour réussir, et en leur montrant que les difficultés de la vie sont intemporelles à chaque génération. Ça veut dire que la vie donne pour chaque génération les moyens pour réussir. Voici la règle d'or. La règle d'or, et nous, à notre époque, il n'y avait pas Internet, ni l'informatique, ni les moyens actuellement. Mais on avait d'autres moyens. Chaque époque a ses moyens. Et la vie offre les moyens. Donc là, actuellement, c'est le jeu vidéo. C'est fantastique comment on peut apprendre des choses en étant passionné par l'informatique. Donc j'ai accepté volontiers d'aider ces jeunes pour réussir leurs études. Et il paraît, d'après mes informations, que grâce à ce film, ils ont réussi leur année. C'était un groupe de 3 ou 4 étudiants. Voilà, donc ce n'est nullement de la publicité. Et je vais vous dire la règle, chers amis les jeunes, pour réussir. Il y a des valeurs qui sont intemporelles, qui sont valables pour toutes les générations. C'est la volonté. Si tu veux quelque chose, tu peux. Quand on veut, on peut. Et bien sûr, il faut aimer ce que tu veux. Ok? Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, donc tu n'as pas d'objectif, tu deviens manipulable par les autres. Parce que la volonté, c'est comme une flèche. C'est la force qui crée, la force créatrice. Si tu ne sais pas ce que tu veux, eh bien, les autres vont le savoir à ta place, et ils vont te guider, ils vont te donner, tu vas appliquer leur programme à eux et pas ton programme. Et puis après tout, celui qui n'a pas de volonté, c'est un peu schizo, parce que c'est quoi la schizophrénie? Eh bien, c'est que l'être humain a 2 volontés dans sa tête. Il ne sait pas laquelle, il est toujours hésitant, par peur, il ne veut pas faire ça, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Il doit faire plaisir à ses parents, à ses frères, à ses copains, c'est toujours les copains, mais il n'y a pas de mal si tu expliques à tes copains que voilà, tes objectifs c'est là, et c'est pour le bien. J'ai vu quelqu'un m'a dit, docteur, moi je ne peux pas m'empêcher de boire de la bière, parce que mes copains boivent le week-end, et si je ne bois pas comme eux, eh ben, je ne veux pas tenir le coup, et puis il boit le week-end, et puis le lundi il vient me voir parce qu'il a des crises de palpitations. Donc je pense qu'il faut être franc avec soi-même et aider les autres en aidant soi-même. Ok? Certes, il ne s'agit pas seulement de rêver, hein, mais il faut aussi passer à l'action, ça veut dire créer la motivation. Je l'ai répété dans d'autres vidéos, hein, les jeunes ne sont pas feignants, les jeunes ne sont pas paresseux. Aucun être humain n'est pas paresseux, seulement il n'est pas motivé. Voilà la question. Alors comment se motiver? Eh bien tu cherches ce que tu aimes, c'est tout. Tu aimes faire une chose, eh bien tu le fais. Par amour, sincèrement, entièrement, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta volonté, tu le fais. Et tu ne changes pas de chemin, tu continues. Hein? C'est l'obstination des savants, des chercheurs. Chaque chercheur, il a fait son expérience au laboratoire 1000 fois. Hein? Regardez, mon exemple quand j'étais jeune, c'est Pierre-Marie Curie. Mais Marie Curie, l'étudiante polonaise
dans son vieux laboratoire à la Sorbonne, rue Saint-Jacques, mais elle a déplacé des tonnes de gravats pour trouver 1 gramme d'uranium ou de polonium ou d'un métal. Elle a eu le prix Nobel de physique. Hein. Ok. J'avais fait une vidéo là, comment réaliser ses rêves là. Vous vous souvenez ça? Ici c'est la vidéo, je crois, 35. Voilà, si je clique là-dessus. Bon, c'est une vidéo vraiment très simple qui a duré combien de temps? Le fait de voir une étoile filante, ça nous procure un certain joie. Donc cette joie, ce bonheur flash, n'est-ce pas, nous déconnecte ou fait arrêter. Voilà, chers amis, je vais vous passer la petite vidéo d'une dizaine de minutes et ayez confiance. Et rappelez-vous toujours que la vie donne à chaque génération les moyens de réaliser des rêves. Seulement, il faut que tu sois motivé pour savoir ce que tu veux. Et pour savoir ce que tu veux, il faut clarifier tes pensées. Te coacher toi-même comme on coach un sportif. Et le meilleur moment, c'est au moment où tu t'endors. J'ai donné plein de conseils, hein, notamment le verre d'or de Pythagore. J'en parle dans presque toutes mes vidéos. Bonjour. Je suis en direct au docteur Jean-Louis Pitard. C'est mademoiselle Florie. Vous avez déjà venu? Non, j'avais fait cette première fois. C'est la première fois. Bon, donc il faut que je vous fasse remplir une petite fiche. En attendant, vous attendez dans la salle d'attente, au fond à droite. D'accord, merci beaucoup. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Venez. Excusez-moi, j'avais un peu de retard parce que j'avais un peu de travail avec l'informatique. Là, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Vous êtes accompagné? Non. Bon. Bien. Que puis-je faire pour vous? Donc, mon travail consiste à savoir si vraiment le patient a besoin d'une opération cardiaque, c'est à moi de faire les diagnostics de gravité de la maladie. Ou, si quelqu'un, eh bien, du docteur, j'ai mal un peu ici, et c'est à moi d'avoir la responsabilité de savoir si c'est bénin, si ce n'est pas grave, ou si c'est grave. C'est déjà vraiment un travail très important que nous faisons. Impossible, ce n'est pas français. J'ai appris ça quand j'étais au lycée, et c'est Napoléon Bonaparte qui l'a dit. Hein. Donc, je suis parti de l'idée que impossible, c'est pas français. Moi, quand je suis arrivé en France, j'étais venu tout jeune, comme vous, bachelier, à peine 18 ans, avec une valise. Je ne savais pas parler français. Et la seule chose que je voulais, c'est réaliser mon rêve. Voilà. Je voulais être médecin dans le pays de Pasteur. Eh bien, j'ai appris le français. Je suis allé à la fac, j'ai étudié, et tout cela avec courage. C'est lui qui a du courage et qui n'a pas peur, il peut assumer des responsabilités. Voilà, c'est de ne pas avoir peur. Quand j'avais 8 ans, eh ben, j'allais soigner mes frères, mes sœurs, quand ils avaient des bobos. Quand j'étais j'allais disséquer les rats, les scarabées, les sauterelles. Je voulais comprendre l'anatomie, je voulais comprendre comment un être humain fonctionne. Ce qu'on appelle en philosophie l'ontologie. Et ben, mon but, c'était de comprendre l'être humain et aider les autres et soigner les maladies. Et j'ai rêvé, en fait, c'est un rêve. J'ai rêvé d'être comme Pasteur, dans le pays de Pasteur. Et finalement, à force de travail, eh bien, un jour, j'ai reçu un télégramme comme quoi, venez en France, on vous propose une place à la Sorbonne.
eh ben, je suis venu et en fait, c'est un rêve qui s'est réalisé, hein, c'est un désir profond. Voilà. Et donc, je suis venu en France. Et pour gagner ma vie, quand j'étais étudiant, en fait, je voulais faire neurochirurgien parce que le cerveau m'intéressait, le cerveau humain, comment le cerveau fonctionne, les pensées, comment l'être humain pense. Et parce que dans notre famille, il y a des neurologues, des neurochirurgiens, et je voulais faire comme eux, en fait, aussi, parce qu'on a des prototypes dans la famille. On a ce qu'on appelle l'homme idéal, en fait. On a un idéal et on veut être comme lui, en fait. Hein. Et moi, je voulais être comme mon cousin qui était neurochirurgien. Voilà. Et... mais pour payer mes études, je ne pouvais faire que du travail la nuit dans des services de réanimation. Voilà. Et ça, justement, si on revient à la question de la responsabilité, c'était d'assumer la responsabilité de vie et de mort la nuit devant un patient qui souffre du cœur. Il fallait faire un choc électrique, il fallait le réanimer, mettre des tuyaux dans la gorge, le mettre sous machine. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants à l'époque qui voulaient le faire. Alors moi, j'ai accepté de le faire. Et là... bon, ça me permettait de payer mes études le week-end. Donc je faisais ce travail le week-end et donc je payais mes études comme ça. Et donc à force de faire de la réanimation, ben, j'ai aimé la cardiologie. Parce qu'en cardiologie, quand un cœur s'arrête, on peut le faire redémarrer. Et j'ai trouvé ça fascinant. Ça m'a passionné. Comment quelqu'un qui est mort devant vous, les infirmières viennent dire « Docteur, docteur, son cœur s'est arrêté, il est mort ». Alors moi en cours, on lui fait un choc électrique et il revit. C'était passionnant. Un soir, j'étais de garde la nuit, vers 2 h du matin, en réanimation. J'étais assis comme ça dans mon bureau. Et puis, d'un seul coup, il y a une femme, elle me pose sur le bureau. « Docteur, docteur, mon bébé est mort, faites quelque chose. » Elle me pose son bébé de 6 mois sur mon bureau. Je le regarde, je l'examine, je l'escrute, mais je dis « Madame, votre bébé est mort ?» Me dit, docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Vous êtes cardiologue, vous êtes réanimateur, quand même. Bon, je dis, ok, je vais faire. Je vais essayer de tout faire, vraiment. Mais l'enfant est mort déjà, madame, hein, il aura des séquelles. Donc j'ai appelé toutes les infirmières, on lui a fait un choc électrique, comme je disais tout à l'heure. On l'a mis sous machine, je l'ai intubé, on lui a mis les perfusions, et le cœur, vraiment, a redémarré, vraiment. Voilà, ça c'était une expérience vraiment, ça fait 10 ans, 15 ans, je me souviens toujours, vraiment. Et on a réanimé l'enfant. Et ça, vraiment, ça m'a donné la passion du métier. Alors que finalement, en neurochirurgie, eh bien, si quelqu'un a une tumeur, qu'il a détruit son cerveau, ben là, on ne pouvait plus grand-chose. Hein. Sauf de lui implanter une puce électronique, mais ça va venir dans quelques années. Donc voilà, si vous voulez, la vivacité, vraiment l'énergie que cette discipline vraiment nécessite vraiment. On doit vraiment sacrifier sa vie familiale, sa vie avec ses enfants. C'est vraiment, si on veut faire de la médecine, si on veut faire surtout de la cardiologie, parce que les crises cardiaques n'attendent pas, hein, ça peut venir le week-end, la nuit, le jour, et en fait, cela demande beaucoup de disponibilité. Voilà. Souvent on me dit, j'ai réussi ma vie professionnelle, mais vous pouvez faire les deux. Je me souviens une fois, on était en vacances avec mes enfants à Normandie, on m'a appelé, et ben, j'ai pris la voiture, j'ai quitté les enfants à Normandie, et ben, je suis venu à Paris faire une garde la nuit, puis je suis revenu le lendemain. Et voilà, c'était un sacrifice. Alors l'équilibre, effectivement, c'est très très difficile. Par exemple, j'ai connu rarement les Noëls en famille. Vous voyez. Souvent, le Noël, j'ai passé dans les cliniques, dans les hôpitaux, des gardes. Donc en fait, Noël pour moi, c'est les patients en fait, hein, où j'ai donné vraiment toute ma santé, mon temps. Mais on est récompensé parce que les familles et les malades sont contents, ils sont soulagés, ils ne souffrent pas et on sait qu'on accomplit quelque chose de bien. Voilà. Dans la plupart des cabinets, en fait, ils font l'échographie dans l'autre sens. C'est-à-dire ils mettent la sonde échographique comme ça, et ils mettent la machine ici. Or, le patient ne voit pas l'écran. Voilà. Or, moi j'ai appris aux États-Unis, une technique américaine,
c'est que je mets l'écran de l'échographe devant le patient, pour que le patient voit son cœur en fonctionnement. Et il comprend, parce que je pense que si le patient comprend sa maladie, ou comprend le fonctionnement du cœur, eh bien, il est déjà à moitié guéri, et il prendra mieux ses médicaments. Voilà, on met un peu de gel sur la sonde. Ici, il y a des sondes d'ultrasons qui partent de la sonde, et ils vont se réfléchir sur le cœur. Voilà, alors voici comment j'examine un patient. Voilà, je mets la sonde ici, et on voit tout de suite le cœur. Voilà, donc, voilà. On va paramétrer la machine. Voilà, on voit très bien ici la soupape, on appelle la valve mitrale, hein, qui s'ouvre, qui se ferme. Là, voilà. Et en plus, ma machine est super moderne, là, et on voit le sang qui passe à travers la valve mitrale. Voilà. Et maintenant, j'ai un stéthoscope électronique, là, vous voyez, là, et on va ausculter le flux de sang qui passe à travers la valve. Voilà. Et nous analysons l'aspect des courbes et on déduit donc le fonctionnement du cœur. Voilà. Voilà, et je dis, mademoiselle, vous avez un cœur de sportif. Il y a des relations, bien se voir dans le médecin quelqu'un qui peut l'aider, qui peut le guérir. Il ne veut pas avoir quelqu'un, parce que dans notre société, si vous montrez vos sentiments, vous traitez un peu de faible, alors que c'est noble. Hein. Parfois, des moments de faiblesse, mais il faut toujours rester sur ses gardes, vigilant. Il faut rester vigilant parce que le patient peut vous entraîner dans un contexte psychologique, surtout si vous n'êtes pas soutenu familialement, si vous voulez. Hein. Et ça aussi, ça joue un très grand rôle, hein, parfois. Je voulais partir, en fait, déjà il y a 2 ans, j'en parlais déjà. Hein. En fait, rien ne m'empêche. Hein, c'est pas sur le plan matériel, ni je peux à tout moment, tout vent, faire ma valise et aller au soleil, hein, d'accord? Mais chaque fois que j'ai pris une telle décision, les circonstances étaient contre moi. Vous voyez, je voulais rentrer chez moi. Il y a une conspiration dans l'univers qui veut que je sois toujours à mon cabinet, au service de mes patients.